je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je prends tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, dégrafez les cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je m'en balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, et c'est moi qui choisis. Car je m'en balance, je me balance, je me balance. Quand j'étais toute petite et que je disais à mon père je veux faire des films, il me disait mais Solveig, les femmes font pas des films quoi. Il y a Agnès Varda mais elle est la seule. J'ai pas eu beaucoup de succès. Maintenant je dis j'ai pas fait une carrière, j'ai fait des films. Mais pas spécialement des films avec l'idée de faire des films de femmes, mais j'ai tellement assumé d'être une femme qu'évidemment ce sont des films de femmes. Quand je vais au cinéma et que je vois un film, je ne me pose jamais la question de savoir s'il a été fait par une femme ou par un homme. Il n'y a rien de mieux qu'une femme pour parler d'une femme. Souvent, je trouve que les films sur les femmes réalisés par des hommes parlent de la femme et de ses névroses et tout ça de manière assez caricaturale et masculine. La France n'est pas forcément le pays où l'égalité est la plus réelle entre femmes et hommes. Je pense que le milieu cinématographique reste très, très masculin, pour ne pas dire très macho. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule, aux femmes responsables, virgule, aux femmes aventureuses, qu'à renverser le gouvernement, virgule, éliminer le système monétaire, virgule, instituer l'automation totale, et détruire le sexe mâle. Point. Moi, j'ai fait du cinéma avec Jean Rouch et on me disait les femmes ne peuvent pas être caméra woman parce que c'est lourd les caméras. Et quand vous voyez ce que se trimballent les jeunes JRI de la télévision en ce moment avec 14 kilos sur le dos pendant des jours et des jours, vous vous dites bien que ces pauvres femmes, elles ont réussi et c'est évident que ça n'était pas un argument, surtout dans ma carrure à moi, quoi. Je suis allée dans un festival d'images international et il y avait des directeurs photos de tous les pays, et notamment des plus célèbres italiens. Et je l'ai croisé plusieurs fois et à chaque fois il me disait mais vous êtes qui, vous faites quoi, vous êtes réalisatrice, vous êtes actrice? Quand j'ai fait mon film Capitaine d'Avril, j'ai été vraiment surprise parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les casernes avec les militaires, puisqu'il s'agissait de faire un film de guerre, en plus un film historique. Et j'ai commencé à aller dans les casernes vers 21 ans pour rencontrer mes protagonistes. Et jamais ils n'ont mis en cause, jamais, personne, la légitimité de mon projet, le fait que je m'intéresse à l'histoire du Portugal, le fait que j'allais faire un film. Par contre, dans le milieu du cinéma, là oui, là j'ai senti vraiment des... j'ai dû me bagarrer, comme dans la presse aussi. Là, c'était beaucoup moins évident de prouver la légitimité de ce que je voulais faire, tout simplement. De toute façon, c'est un métier d'homme, dans le sens où il y a tellement de responsabilités. C'est tellement dur d'être confronté à des hommes souvent plus âgés, plus riches, qui ont plus de pouvoir, que du coup, les femmes qui restent au bout du compte cinéastes, je trouve que on est des guerrières, quoi. Le point de vue des femmes, je pense que c'est forcément un point de vue plutôt féministe, parce que quand une femme prend l'initiative de traiter avec un outil comme la caméra, le cinéma, une réalité, un sujet, qu'il soit fiction ou documentaire, je pense qu'elle se positionne dans le monde
en revendiquant d'avoir un regard. Alors, en termes de pouvoir, les femmes sont encore très en dessous d'exister dans nos sociétés. Donc, se positionner comme réalisatrice, c'est forcément revendiquer un certain pouvoir. Donc, c'est forcément être dans une position plus féministe que féminine. Le poste d'un réalisateur de film est celui d'un dictateur, d'un général d'armée qui mène ses troupes. Donc c'est vrai que c'est un métier, avant même d'être un artiste, poète, visionnaire, tout ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout un meneur d'équipe. Et donc, par tradition, ce sont des valeurs qu'on associe à la masculinité. S'il y a eu au début, pendant une grosse partie du siècle, aussi peu de femmes cinéastes, c'était bien évidemment pour des problèmes sociologiques qui étaient tout simplement dus à la place des femmes dans la société, mais aussi parce que ce poste précis requérait a priori des compétences qui n'étaient pas considérées comme accessibles aux femmes. Les femmes, justement, on n'en parle pas assez. On dit toujours les travailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Parce que chez LIP, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part. Hein. Bon, alors, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. Carole, pionnière de la vidéo en France, s'est emparée de la caméra dès 1969, convaincue que la vidéo portable permettait de donner la parole aux gens directement concernés. Elle s'est procuré le premier modèle de vidéo portable qui s'appelait le Portapak de Sony. Elle a acheté le premier exemplaire en France, enfin le deuxième en fait, plus précisément après Godard, mais c'est la première à avoir donné la parole aux sans-voix, aux opprimés, aux exclus. Tel est bien le projet de Vidéo Out, le collectif que Carole et Paul Roussopoulos, son compagnon, ont fondé dès le début des années 70. Elle a commencé par filmer les luttes des Palestiniens. Elle est allée au moment de Septembre Noir filmer dans les camps. Elle a appris la vidéo aux Black Panthers. Elle a filmé les luttes féministes, beaucoup, mais aussi les luttes homosexuelles, les luttes ouvrières, etc. Notre hommage à nous, Festival de films de femmes de Créteil, sera modeste. Il contribuera à garder la trace d'une parole engagée, singulière, passionnée, nourrie d'une insolente énergie. Très vite, j'ai compris qu'en fait, donc c'était pas l'esthétisme ou l'image ou le cinéma que j'avais envie de faire. Et ce qui est formidable pour moi, c'est que dans tous les pays, ce sont des femmes qui se sont emparées de cette technologie. Et à mon avis, pas parce que c'était la vidéo, mais parce que la vidéo n'avait pas d'histoire. Il n'y avait pas d'école vidéo, donc les hommes n'avaient pas mis la main sur ce média. Et encore, on se revoit maintenant, on approche, on a tout autour, bientôt la soixantaine, etc. Mais effectivement, ce sont des femmes qui, dans tous les groupes, certains groupes étaient mixtes, mais il y avait autant de femmes que d'hommes à Global Village, People Video Theaters, enfin, partout. En Allemagne, le même phénomène. Très vite, il y a eu des groupes de femmes ensuite indépendants qui ont fait de la vidéo. Et donc, c'était, pour encore une fois ce que dit Jackie, c'était entre guillemets, donner la parole au peuple. En fait, le féminisme, on le voit dans l'histoire, ce sont des vagues, donc avec des hauts et des bas et des creux. Et je pense que il y a d'autres vagues qui vont apparaître, mais il y a toujours un travail de fond, il y a toujours des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui continuent ce travail un peu de fourmi. Ce centre est un centre d'archives qui en fait a pour particularité donc de concerner les femmes, mais au sens large, c'est-à-dire l'histoire des femmes de leurs droits, du féminisme, et aussi tout ce qui concerne le corps, l'art. Donc là, c'est, on va dire, assez large, avec une dominante quand même de cinéma et de vidéo militante, puisqu'il a été créé en 82 par 3 femmes. Delphine Seyrig, qui est comédienne, réalisatrice, Carole Roussopoulos, qui est une des pionnières de la vidéo militante, et Johanna Vieder, qui était traductrice. L'idée de Carole Roussopoulos et de Delphine Seyrig, de Johanna Vieder, c'était conservons et produisons, donc c'est un peu une chaîne qui se continue, ayant présenté déjà des films, pas nécessairement faits par des femmes, mais qui nous semblait important de montrer justement par rapport à l'image des femmes qu'il y avait à l'intérieur de ces films. Je pensais à un film très connu comme All About Eve, mais après évidemment Créteil, mais aussi le Centre Simone de Beauvoir vont être pour moi aussi des lieux où je vais pouvoir justement voir plus de films de femmes que ce que je pouvais voir à la Cinémathèque ou dans des salles de cinéma. Mais c'est vrai que les valeurs qui ont fondé le centre, elles sont très importantes pour nous, et tout ce qu'ont fait les fondatrices du centre, c'est très très important. Je veux dire, c'est ce qui nous nourrit toujours, en fait. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire. C'est que ça continue à être quelque chose de complètement vivant. Tiens un petit peu ce qui se passe chez LIP à propos des femmes.
Mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirais des arabes, ça veut dire des femmes. Alors donc, chez Lippe, il y a la moitié de blanc, la moitié d'arabe. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, on pense. Moi, je sais, puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors, seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les arabes, on suit. Remarque qu'il y a aussi, à part les arabes, il y a des blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits blancs. Ils n'ont pas beaucoup la parole. Mais quand même, quand ils disent quelque chose, c'est moins mal vu que quand c'est un arabe. Et ces petits blancs, dans certains cas, ils sont quand même du côté des grands chefs blancs. Les femmes qui m'ont fascinée et inspirée, c'est ma mère et beaucoup Isabelle Adjani. Anna Karina, Betty Davis, Gina Rowlands, Meryl Streep, Deborah Kerr dans Elle et lui. Non, j'ai pas le souvenir d'avoir été marquée par un personnage féminin. Lola, de Jacques Demy, qui est un très beau personnage de femme. Tous les personnages féminins chez Truffaut sont absolument passionnants. Quentin Tarantino, je pense qu'il a fait certains des films les plus beaux d'un point de vue féministe. Dans les années fin 70, fin 70, il y a eu des films avec des figures féminines qui ont été importantes. C'était Vanda, c'était Les gens de la pluie de Coppola. C'était Alice n'habite plus ici, de Scorsese. Très très vite, on est obligé de dire que les hommes sensibles ou artistes, comment il faut les appeler, ont créé des personnages de femmes inoubliables. Et que les femmes auraient pu créer. C'est-à-dire comme si on reconnaît qu'on aurait pu inventer Vanda et on aurait pu inventer récemment Julia de Rick Zanka, personnage extraordinaire de femme. Il doit être parfois extrêmement agréable pour un homme de pouvoir essayer de se dire je suis une femme et je vais rentrer dans la peau d'une femme. Alors il en aura une vision quelquefois qui est même plus féminine que celle que nous pouvons avoir nous, parce qu'il va prendre les codes maximales de ce qu'il aurait envie d'être s'il était une femme, a fortiori s'il est très viril, c'est-à-dire qu'évidemment quelque chose de très opposé. J'ai pas eu l'impression, si vous voulez, qu'on peut donner aux femmes la capacité de faire des beaux personnages de femmes, alors que des hommes ont traité les femmes de façon extraordinaire. Bergman, entre autres. Bon, moi j'ai toujours dit que Bergman projetait son angoisse sur des personnages de femmes angoissées. Enfin, il les décrivait quand même avec une incroyable force, quand même, il faut dire, disons. Alors, c'est sûr que si on regarde comme ça, il y a eu tant d'auteurs qui se sont approchés des femmes. On peut discuter, mais Antonioni s'en est approché. Bien que beaucoup de gens aient dit après qu'il était misogyne, moi je n'ai jamais pensé ça. J'ai seulement pensé qu'il avait compris ce qu'il y avait à ne pas comprendre des femmes, si on peut dire les choses comme ça. Et c'est pas très compliqué, alors que je me rappelle qu'à l'époque, les critiques disaient beaucoup Antonioni, l'incommunicabilité, qu'est-ce que ça veut dire. Moi je trouvais qu'il communiquait très bien, l'incapacité à comprendre ce qui se passait, c'est tout. Donc Antonioni pour moi c'est peut-être un des très 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 grands. J'ai un film dans la tête qui est censé représenter pour moi quelque chose d'essentiel du féminin, c'est Le désert rouge. Je pourrais pas dire ça d'un film de femme. Il y en a pas un seul qui me donne cette sensation. Et il y a assez peu de femmes qui ont créé des personnages de femmes dynamiques et joyeux. Catherine Corsini peut-être, La Nouvelle Ève. Eugène Campion a fait An Angel at My Table. Ça, c'est un très beau personnage. Quand j'ai écrit Pas très catholique, c'est vrai que Anémone était ma très chère amie quand on avait 15, 16, 17 ans. Et je connaissais tout, c'était comme une histoire d'amour. Je me suis même un peu inspirée d'elle, de son mauvais caractère, et j'ai écrit un personnage, alors là pour le coup, un personnage féminin. Enfin, un personnage, oui, féminin, mais surtout un personnage singulier. Voilà.
Un truc qu'on trouverait nulle part ailleurs, qui prenait la forme d'une femme qui était anémone, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà, c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est comme ça, c'est parce qu'elle est vraiment particulière, quoi, anémone. Et c'est vrai que ça, je crois que le scénario était juste parce que je l'avais écrit pour elle et qu'on l'a fait ensemble. Voilà quoi, la construction, elle se fait de plein d'éléments qu'on met ensemble. Donc effectivement, il y a quelqu'un que je connaissais qui n'est pas du tout le personnage de Valéria, mais qui quand même est un petit peu ce personnage. À partir du moment où mon personnage faisait un petit passage à l'hôpital psychiatrique, je me suis mise à... Je connaissais absolument pas, c'était un monde que je connaissais pas. Alors du coup, on apprend plein de choses très intéressantes, alors voilà, ça nous amène ça. Donc oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a inspiré le personnage, mais qui n'est pas non plus... mais à qui n'est jamais arrivée cette histoire-là. Je crois que c'est la seule avec laquelle j'ai eu un sentiment aussi fort en la filmant. Elle va pas seulement capter toute la lumière sur elle, faire le centre de l'image, alors que c'est un peu ce qui se passe quand elle apparaît à l'écran, on ne regarde qu'elle. Moi, j'avais l'impression qu'elle faisait des trous dans la pellicule, tellement elle l'irradiait par quelque chose. Et je crois que c'est une des personnes qui peut se livrer, s'abandonner le plus devant une caméra. C'est quand même assez incroyable. Et j'avais décidé de filmer ça comme, non pas une scène d'horreur, mais une scène d'amour. Moi, j'étais un peu inquiète parce que j'avais décidé de baisser un petit peu le niveau de lumière pour aller de plus en plus, pour un petit peu cacher, suggérer. Mais elle a eu cette idée extraordinaire d'émettre des sons particuliers, des petits cris, qui m'ont... je sais pas, moi j'ai eu l'impression que je n'avais rien à faire si ce n'est suivre ce qu'elle proposait. Et voilà. Ensuite, j'ai compris un peu pourquoi. Elle m'a expliqué où elle avait trouvé une nourriture, une idée, une inspiration. Elle avait tout simplement regardé à la télévision un documentaire qui montrait une maman singe et son petit. Voilà. Et elle avait été frappée par, comment dire, la proximité, le mimétisme, les gestes, le côté animal, et ce que nous ne sommes pas, mais ce qu'elle devenait dans le film. Et je trouve que cette idée est tellement juste. Nathalie, je l'ai rencontrée sur le deuxième film, et un peu par défaut, je voulais quelqu'un d'autre, et puis finalement ce quelqu'un d'autre ne voulait pas, donc j'ai rencontré Nathalie. Honnêtement, je disais, elle est bien, oui, un peu banale, bon. Et puis on fait Enfant de salaud ensemble, et je la trouve tout d'un coup avec des possibilités drôlatiques, quelqu'un qui a l'air d'être la petite fiancée de la France, comme ça, extrêmement... et qui en fait a une araignée au plafond, est une folle, et un rapport aux hommes, à tout. Enfin, quelqu'un de beaucoup plus étrange que ce que j'imaginais, donc du coup ça m'a évidemment un peu inspirée d'une certaine façon, et je me suis dit, je vais écrire un portrait de femme pour elle, quelqu'un justement qui n'arrive pas à se mettre en couple, qui n'arrive pas vraiment à être une femme, qui a envie de rester fille, mais en même temps c'est compliqué, qui a envie d'être... Voilà, fille compliquée, c'est tant qu'à faire. Voilà, et c'est comme ça qu'est arrivé. Et après j'ai trouvé le salon de beauté. Mais la première idée, c'était de faire effectivement un personnage pour Nathalie. Je crois que les femmes ont envie d'utiliser peut-être leur compréhension, leurs expériences, leur sensibilité pour décrire, par le menu, des personnages de femmes. Quand les filles sont arrivées en masse, c'est-à-dire peut-être, oui, effectivement, au début des années 80, je pense que Christine Pascal, qui a été une des premières, enfin après les premières femmes comme Agnès Varda et tout ça, Christine, elle était très... elle tournait autour de ça. Qu'est-ce que c'était que, voilà, le désir féminin, la sexualité. Catherine Breillat, bon, c'est même son parcours de façon générale, mais Laetitia Masson, enfin, tout le monde a et puis c'était comment filmer une scène d'amour. Il y a eu en France dans les années 90
l'arrivée de toute une série de réalisatrices, de femmes cinéastes, qui étaient d'une certaine façon les enfants de l'agitation culturelle des années 70 et de tout militantisme féministe qu'il y avait eu à cette époque-là. Et elles ont amené avec elles, on va dire, la revendication d'un cinéma de la féminité. C'est un terme qui a été employé. Et donc c'est un peu logique, si on a affaire à un cinéma qui se définit par sa sexualité, que le seul champ d'investigation qu'il lui soit offert, c'est celui du sexe. À rajouter à cela, on va dire, le réflexe maladif du cinéma d'auteur français a très vite sombré dans le nombrilisme, et ben on en arrivait, c'est vrai, à des concepts tels que moi, mon nombril, mon clito et moi. Quand on m'attaque en disant « vous parlez de vous, gna 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 », je dis « mais je pense que tout le monde a des histoires personnelles, donc tout le monde peut être touché par des histoires personnelles. » Voilà. Et je trouve qu'on diabolise un peu les artistes qui parlent d'eux-mêmes, qui affrontent l'intimité, qui n'ont pas peur de dire bah ouais c'est un truc à moi et je vous parle de ce qui me touche. Et je comprends pas qu'on puisse diaboliser cette façon de s'exprimer, parce que je trouve que l'inverse, parler des autres, c'est une façon très commerciale de s'exprimer, et je trouve que c'est ça la honte en fait. Il y a quand même une capacité des femmes de raconter que les femmes en ont pris plein la figure, voilà. Et je suis peut-être une des seules qui avait cette énergie formidable dans un film que pour moi n'est pas un très beau film, mais un film très militant, féministe, qui s'appelle L'une chante l'autre pas, qui montre que, contrairement à beaucoup de films, les femmes n'étaient pas juste jalouses et chippies entre elles, mais que l'amitié des femmes existait, elle était un moteur d'énergie pour cette lutte. Il y a vraiment deux figures de femmes qui sont pour moi les deux aspects des femmes, c'est-à-dire une qui est déjà couverte d'enfants, qui a souffert, et qui met longtemps à devenir une femme qui réfléchit, jusqu'à militer avec une équipe et un docteur dans des centres de planning familial. Ouais. Il y en a dans le film. C'était une chose si importante de parler à des femmes qui n'osaient même pas parler de pilules devant leur mari, qui avaient besoin de se retrouver entre femmes pour parler de leurs problèmes. Et l'autre, Pomme, qui est une révoltée de naissance, révoltée contre son père, révoltée contre la loi, qui veut chanter, qui veut militer, qui va chanter des chansons féministes à des paysans qui s'en foutent, mais cette espèce de dynamisme et le dynamisme de leur amitié. C'est ça qui toutes les deux va les pousser vers la vie, vers la joie, vers l'amitié, vers la musique, vers les enfants, vers l'amour, vers tout ça. Et c'est pas, quelquefois des jeunes me disaient, est-ce que vous voulez dire que si on se révolte, on va forcément vers la mort? Non. On peut se révolter à plusieurs, à deux, dès qu'il y a quelque chose de collectif dans la révolte, elle est très active. J'ai découvert le féminisme parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Je venais de province et donc en venant, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses, dont le féminisme. Et ça m'a évidemment, j'étais emportée dans le mouvement et voilà, et ça faisait partie de tout ce qui se discutait. Mais après, j'ai pas j'ai pas abordé le cinéma avec une vision militante comme ça. Moi, je suis d'une génération, quand le féminisme a commencé à flamber, j'étais très sollicitée par les mouvements féministes et tout ça. Et je m'en suis toujours méfiée, je m'en suis toujours tenue à l'écart, parce que j'avais toujours un sentiment de, peut-être c'est mon côté apatride, je ne sais pas, de racisme, d'exclusion. Et puis, j'ai vu dans ma propre famille des débats infinis de ma petite sœur. Aujourd'hui, c'est toi qui dois faire la vaisselle. Moi, j'ai toujours considéré que ça va plus vite de faire, plutôt que de discuter de ces questions de partage des tâches dans un couple. Et puis, les féministes, je m'en méfiais vraiment, vraiment beaucoup. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir debout, fameuses esclaves.
Dans les années 60, on était censé se comporter comme des espèces de robots, machines, prêts à rentrer dans une société qui les formatait ou les jetait. C'est vrai que c'est normal que tout le monde se soit révolté. Asservi, humilié, les femmes, acheté, vendu, violé, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Les luttes des femmes pour arriver jusqu'au temps des années féministes est une lutte très lente, très prolongée, très tissée dans l'histoire. Avant même Olympe de Gouges, mais Olympe de Gouges a été très décisive. Il faut des emblèmes. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées, debout, fameuses esclaves. Moi j'ai envie qu'on se libère de ces carcans et toutes les filles que je vois au quotidien, c'est vrai qu'on essaye d'utiliser par exemple le théâtre, etc. parce que par d'un autre médium, on réussit aussi à pouvoir se libérer. Moi j'ai Samia Gamal comme souvenir bien sûr, qui dansait et qui était libre de son corps, Claudia Cardinal, comme tu sais, même Brigitte Bardot, la manière dont elle a finalement, elle s'est défait de ce carcan qui était lié à son corps et la liberté de pouvoir faire, dire, se mouvoir, agir avec son corps comme on l'a envie. Moi je trouve ça extraordinaire. Debout, debout, debout. J'ai commencé à m'intéresser parce qu'une amie m'avait dit il s'est passé ceci, je suis allée voir, on a rencontré des filles et on a commencé à s'intéresser et j'ai été une des 12 personnes qui sont allées apporter une gerbe à la femme inconnue du soldat inconnu. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. La rencontre avec le MLF, pour Carole, s'est faite autour de la vidéo. Les pionnières du MLF ont tourné en mars 71 dans une grève d'ouvrières de la bonnetterie à Troyes, une bande vidéo. Et cette bande vidéo, donc elles l'ont ramenée, elles ont voulu à Paris, et elles ont voulu la monter, mais elles n'y connaissaient rien. Et il se trouve qu'elles ont rencontré aux Beaux-Arts Carole Roussopoulos, qui était en train de montrer sur l'un des tout premiers bancs de montage une autre bande vidéo. Et c'est autour de du montage de cette bande vidéo que la rencontre de Carole avec le MLF s'est faite. Vous avez l'impression que quand on est militant, on est frustré? Non, ou quand on est femme militant féministe, qui en provoqueront d'ailleurs inévitablement des militants hommes, eh bien, il y a certainement à la base une frustration. Ah, elles provoqueront obligatoirement des militants hommes. C'est évident. Ça veut dire que les militants hommes provoquent des militants femmes. Donc... Non, il n'y a pas de militants hommes. Les hommes se contentaient d'être des hommes sans se poser de problème. Les hommes se contentaient d'être des hommes sans se poser de problème. Ce sont les femmes qui se sont posées des problèmes. Parce que peut-être ils n'en avaient pas. Vous n'avez jamais eu de problème en tant qu'homme? On dirait vraiment que l'histoire des hommes, c'est une bergerie. Porcherie, boucherie, porcherie, charcuterie, porcherie, boucherie, porcherie, charcuterie, porcherie. Et que tous les hommes ont eu des réussites éclatantes, pendant que toutes les femmes ont eu des conditions serves. C'est une plaisanterie. Non, mais c'est le nombre d'hommes qui ont raté leur vie est au moins égal au nombre de femmes qui ont raté leur vie. En tout cas, en tant que femme, je dois énormément aux féministes. C'est-à-dire que je ne serais pas là aujourd'hui à faire des films s'il n'y avait pas eu des femmes qui se sont battues pour nous, en fait. Donc ça m'énerve un peu ce discours oh non, je ne suis pas féministe, les féministes ça m'emmerde, etc. Maintenant, quand je fais des films, je raconte des histoires que j'ai envie de raconter. C'est pas du militantisme, parce que je pourrais militer de plein d'autres manières. C'est parce que l'histoire de cette femme-là me parle, me touche, et je me dis que ça pourrait intéresser d'autres personnes que moi. En 5 ans,
J'ai vu apparaître des réalisatrices qui ont vraiment un autre regard, tu vois, qui n'ont plus du tout d'imitation. Voilà, imitation of life, ça n'existe plus parmi les jeunes réalisatrices, simplement parce que tout d'un coup, elles ont la possibilité d'exprimer et d'exiger ce qu'elles veulent. L'obligation faite aux femmes d'être meilleures que les hommes a porté ses fruits. Parce que celles qui survivent, enfin celles qui arrivent à travailler dans ces métiers-là, doivent prouver qu'elles sont meilleures que leurs collègues hommes. Alors parfois, on a affaire à des hommes assez paternalistes, autoritaires et imbus d'eux-mêmes, mais moi j'essaie toujours de les prendre un peu de biais, avec de l'humour, et pas de rentrer dans une confrontation autoritaire, de force frontale, quoi, parce que j'aime pas trop les rapports de force, et donc j'arrive à éviter ça d'une autre façon. Et finalement, je dirais que ça m'a aidée, en fait, d'être une femme pour faire des films, j'ai l'impression. J'ai fait 2 films où il y a des personnages de femmes très forts, à mon avis. Cléo de 5 à 7 et Saint-Ouen Ilois. Et ils sont en même temps... Le point commun, c'est qu'elles vont vers leur mort. C'est une espèce de chemin vers la mort. Pour Cléo, c'est un personnage très clair, un film très lumineux, c'est l'angoisse du temps. Et l'autre, Mona, c'est peut-être sur 2 ou 3 mois, mais c'est un film sombre. Je voulais montrer comment elle se comporte, c'est un film de comportement, comment elle a cette rage d'être seule, d'être libre, d'être indépendante. Comment, en quelque sorte, elle dit merde à tout le monde et à toute la société, et qu'elle va aussi vers sa mort par manque de dialogue. Donc une, c'est la maladie, l'autre, c'est l'auto-isolement qui est poussé à l'extrême. Les années de plomb, par exemple, bien, j'ai rencontré la sœur de Gudrun Ensslin, qui s'appelle Christiane, qui était donc la sœur de cette soi-disant terroriste de la bande à Bader, la RAF. Et je l'ai rencontrée aux funérailles même de sa sœur. Elle voulait s'adresser à quelqu'un qui l'écoute et qui ne connaît encore rien. Comme ça, elle pouvait raconter sa vie comme un jet. Et c'était seulement comme une nouvelle amie que je l'ai écoutée. Et après 6 mois, j'ai pensé, ça serait peut-être une histoire des 2 sœurs où je pourrais raconter l'Allemagne. Et c'était aussi, le premier titre, c'était Les sœurs allemandes. Une est devenue une féministe et l'autre est devenue terroriste. J'essayais d'écrire des scénarios, j'arrivais pas, je trouvais ça, je jetais tout. Et puis un jour, j'ai une amie qui était actrice et qui entre-temps aussi est devenue écrivain, qui est Sylvie Granotier, qui m'a dit, mais on va en écrire un toutes les 2. Et on a écrit effectivement un scénario qui est allé jusqu'au bout. Et j'ai eu la chance que Charles Gassot accepte de me laisser faire la mise en scène. Je n'aurais même pas osé imaginer une seconde qu'on me laisserait faire. Parce que les personnes qui m'ont fait travailler au tout début étaient des hommes, Henri Alcan, Sacha Vierny, que précisément eux ne faisaient pas la distinction. Ça m'a beaucoup aidée parce que quand j'ai rencontré des problèmes qui pouvaient être l'expression, on va dire, d'une forme de misogynie, j'ai toujours considéré, j'ai essayé de les prendre comme des problèmes de travail à résoudre, au même titre que d'autres problèmes de travail. Après, effectivement, je peux me dire, après coup, c'est parce que je suis une femme que cette personne ne me fait pas confiance. Mais a priori, je préfère ne pas penser ça. Ce que j'ai trouvé difficile au départ en tant que femme cinéaste, c'est que j'essayais de correspondre à un modèle de cinéaste, c'est-à-dire aux hommes, c'est-à-dire Orson Welles, enfin une idée comme ça que le réalisateur doit tout savoir, doit pouvoir répondre à chaque question, etc. Et donc j'avais des comédiens, et c'était normal, qui me posaient tout un tas de questions, et parfois je n'avais aucune idée de ce que je devais leur dire, mais je mettais une énorme énergie à essayer de leur répondre. Pareil avec les gens qui travaillaient dans mon équipe. Et maintenant que j'ai un peu plus de métier, je me dis que j'ai une certaine dose d'énergie et il faut que je la mette au bon endroit. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que souvent, avant de commencer un film, je réunis toute l'équipe et je leur dis, voilà, il y a des fois, vous allez venir vers moi, vous allez me poser des questions et j'aurai aucune idée de quoi vous répondre. Mais en fait, c'est comme ça que je travaille et peut-être j'aurai la réponse le lendemain. J'ai juste découvert que ce que j'aimais, j'aimais filmer. J'aimais filmer... que je trouvais que c'était une chance inouïe d'avoir le droit de regarder les gens et de
de les filmer. Après, j'ai découvert qu'on pouvait aussi faire de la caméra à l'épaule, et ça, j'ai trouvé, ça m'a aidé à préciser ce que je crois j'aime dans cette idée-là, c'est que pour moi, c'est comme danser, c'est très physique, c'est très, voilà, je sais pas comment vous dire, j'adore danser, j'adore la musique, et ça dit plein de choses, et c'est les dire avec son corps, en fait. Idéalement, je pense qu'on devrait vivre dans un monde où le genre ou le sexe du réalisateur ou de la réalisatrice importerait peu, mais c'est impossible dans l'état actuel des choses de dire que l'égalité existe. Et puis les femmes ont un double enjeu dans la vie, c'est que souvent elles se posent la question aussi d'avoir une vie de famille, en tout cas de devenir mère, et c'est une donnée très importante. Alors des femmes comme Agnès Varda ont réussi à faire les deux, Toni Marshall je pense aussi, mais d'autres ne l'ont pas fait. Elles ont fait un choix de profession et pas d'être femme. Donc il y a toujours une espèce d'antagonisme entre ces deux univers. Quand j'étais enceinte d'un enfant, je ne savais pas que ce serait une fille, j'ai voulu tourner parce que je me disais, je ne suis pas différente, mais il y a certainement une sorte de sensibilité particulière, et est-ce que ça peut m'aider à voir quelque chose autrement? J'ai trouvé un avantage de travailler avec des femmes, parce que je trouve que le métier de réalisateur et le métier de producteur, il comporte une partie de métier de mère de famille. L'avenir des femmes peut tout à fait s'accommoder des deux. Simplement, il faut l'organiser en termes de couple, et là, ça devient plus difficile. Mais mon rapport aux hommes est très compliqué depuis que je fais des films. Très 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 compliqué. J'ai endurci et j'ai tendance un peu à faire la réalisatrice à la maison, quoi. Mais après, on peut faire les deux. Enfin, je sais pas, là-dessus, je pense que les gens qui ont effectivement fait beaucoup de films dans leur existence n'ont fait que ça. J'imagine les gens qui étaient... voilà, ils ont choisi le cinéma. Bon, Germaine Dulac m'intéresse plus parce que le cinéma expérimental aussi, j'y suis assez... Enfin, ça m'intéresse, je suis assez sensible à ce genre de cinéma. Donc évidemment, je pense à La Coquille Clergyman, des films comme ça. Donc ça peut servir aussi de base aussi pour montrer que les femmes ne travaillent pas seulement dans un cinéma très traditionnel, mais qu'il y a aussi, à l'égal des hommes, ou avec eux d'ailleurs, ou sans eux, elles peuvent travailler des formes de cinéma aussi différentes. Donc c'est pour ça qu'elle est importante. Et puis après, je dirais que dans les femmes intéressantes, j'irais plus du côté d'Ida Lupino, par exemple, qui est postérieure, parce que ce sont des femmes qui sont passées derrière la caméra, qu'elles ont eu envie aussi, en fait, si je ne me trompe pas, de s'intéresser au côté technique. Elle est d'autant fascinante qu'elle a été la première femme et la première réalisatrice, c'est-à-dire la première personne à faire de la fiction avec des films. Sur des thématiques intéressantes d'ailleurs, comme la naissance des bébés, ce qui est le premier thème de La Fée aux choux. Elle part aux États-Unis, elle crée une maison de production avec son mari, ils font des films, et que nous, quand on est arrivé dans les années 60, on ne connaissait même pas son nom. Une femme à la fin du 19e siècle, habillée en tenue victorienne et puis diriger des cow-boys, enfin, c'est une image suffisamment frappante. En tant que réalisatrice, elle a fait, on a retrouvé quelques courts-métrages que nous avons passés à Créteil. Et c'est vrai qu'elle avait un amour particulier pour tout ce qui était la mise en scène du corps. Donc c'était quelqu'un qui avait à cœur ce qu'était un acteur à l'écran ou une actrice à l'écran. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You're teasing like you do. Ooh, oh. Ooh, oh. Once I'd love and it was a gas. Soon to know I had out of glass. Seems like the real thing only to find. Much mistrust, love
love's gone behind. Lost inside, adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one you're using, please don't push me aside. Yeah, riding high on love's true bluish light. Ooh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh. Once I'd love and it was a gas. Soon turned out to be a pain in the ass. Seems like the real thing only to find much mistrust, love's gone behind. Ooh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh. Je repensais à la fée de Peau d'âne, et il n'y a personne d'autre qui aurait pu me faire penser à la réalité d'une fée comme Delphine Seyrig le fait, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que cette fée, elle existe, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors que je sais bien que tant d'actrices l'auraient transportée dans l'imaginaire et dans l'invraisemblable très vite, quoi. Donc c'est la patte Seyrig, ça, cette espèce de prise au sérieux des choses qui, moi, me fascinait assez. Et pour moi, c'est vraiment la force de Delphine Seyrig qui est à redécouvrir tout le temps, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir de sa carrière, quoi. Delphine Seyrig s'est lancée elle-même dans la pratique de réalisatrice. C'est une part de son travail, hélas, que l'on connaît extrêmement peu. Pourtant, elle a réalisé une dizaine de films vidéo, dont Sois belle et tais-toi, un film dans lequel elle interviewe des actrices françaises et américaines autour de leur métier et à qui elle pose des questions qu'elle-même se posait en tant qu'actrice. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra et bon, on vous met dans une, comme les actrices savent tous, dans une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste, et beaucoup de lumière sur le visage, et tous les hommes, comme les chirurgiens, des hommes... Yes? Yes? Pas de mecs comme des chirurgiens autour de toi. Oui, c'était... Tu vois des gens, des chefs de département de maquillage de plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbeau, Lombard, tous les autres. Bon, alors ils m'ont travaillé là, le visage, et puis ils m'ont redressé et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait avec les sourcils qui... Elle était un peu partout, des lèvres comme une aigle qui était énorme. Ils m'ont dit qu'il fallait que je teinte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et puis le dernier... Oh oui, ils voulaient que je fasse casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour... Creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des belles joues d'adolescence un peu. Et puis Joshua Logan, en plus, qui était le metteur en scène et qui est aussi mon, how do you say, godfather, mon parrain. Mon parrain. Un jour, avec le nez que tu as, tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis, dernièrement, le mot est venu d'en haut que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors le mâchoire quand même il l'a pas arrangé, ni le nez, mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blancs et les cils pendant 10 ans, quoi. Ce qui veut dire que moi, Jane Fonda, était là, et puis cette image était là, et il y avait cette aliénation entre les deux.
En France, on a d'emblée une très mauvaise image des producteurs en général. Pour nous, ce sont des gros monsieur avec des cigares qui draguent des petites starlettes. On ne pense pas producteur comme une personne créative et quelqu'un qui va accompagner un réalisateur dans son projet. Il y a toujours eu, en tout cas, des femmes très... Si elles n'étaient pas directement aux commandes, elles étaient très puissantes, très influentes, souvent très intelligentes et avec en tout cas dans la production. Kathleen Kennedy, par exemple, est une des productrices les plus importantes de ces 20-30 dernières années. On la retrouve derrière un nombre incalculable de blockbusters américains que tout le monde a vus, mais son nom même reste un mystère. À un point tel que lorsque est sorti en France ce dessin animé qui s'appelait Persepolis, je n'ai jamais lu ou entendu en langue française, en tout cas, quelqu'un parlait de la productrice de dessin animé, qui en l'occurrence était Kathleen Kennedy. Steven Spielberg, par exemple, avait déclaré qu'il ne débutait jamais un film sans Kathleen Kennedy ou Bonnie Curtis. Si elles ne sont pas disponibles, ils ne tournent pas. Ça veut dire quelque chose, quand même, de l'importance qu'elles peuvent jouer dans le processus, pas seulement d'organisation, mais créatif. Moi, j'essaye de ne pas arriver dans un projet avec un nouveau metteur en scène pour moi, avec mes valises, en disant il faut faire comme ci, avec les autres on a fait comme ça, etc. En fait, je passe beaucoup de temps avant pour comprendre qu'est-ce qu'elles attendent de moi, exactement. Alors, l'une attend de moi d'être très très impliquée, comme Agnieszka Holland par exemple, Moufida être très très impliquée, non pas au quotidien du tournage, mais dans le petit travail, que l'histoire de ces personnages ait une résonance un peu plus vaste. Je réfléchis, mais il y avait Pascale Dauman qui a été productrice pendant de longues années, qui était quand même depuis assez longtemps. Mac Baudard, voilà, qui a fait quand même parmi les plus beaux films. J'ai connu Mac Baudard, mais j'ai pensé que je pourrais travailler jamais comme elle. Elle a fait des beaux films, mais elle a été loin du cambouis de la fabrication des films. Elle faisait confiance à une équipe, et puis elle voyait ce qu'ils ont fait, et puis elle critiquait, mais elle n'était pas vraiment impliquée. Et il y a une autre femme qui est totalement invisible dans les médias, alors qu'elle a travaillé, conçu même parfois des films qui ont eu leur petite importance dans notre histoire récente. Fran Walsh, qui est donc l'épouse de Peter Jackson, mais qui est, avant d'être son épouse, qui était une productrice, en fait, c'est elle qui a un petit peu sorti la carrière de Jackson de l'amateurisme à ses tout débuts. Elle a scénarisé Le Seigneur des Anneaux, réalisé des séquences du Seigneur des Anneaux, monté des séquences du Seigneur des Anneaux. Elle a initié certains projets de son mari, comme le film Créature Céleste ou dernièrement le film Lovely Bones. Et sa sensibilité, on la retrouve à tous les étages dans ces œuvres-là. J'ai fait pendant des années directeur de production et premier assistant en même temps, parce que j'ai trouvé que c'était plus... Et pour les films que j'ai produits, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus efficace que d'être dans mon bureau et d'attendre qu'on me dise on n'a pas fini la journée, on a eu un pépin, il a plu ou l'acteur a bloqué. C'était impossible pour moi d'anticiper ou d'essayer de résoudre le problème étant loin. Donc j'ai dit il faut être vraiment la main dans la main avec le metteur en scène. C'est ça qui est intéressant. On s'aperçoit quand même que dans les postes très décisionnaires, les femmes ne sont pas encore là. Les femmes sont complètement là dans la banque, voilà. Là où il y a l'argent et le pouvoir total décisionnaire, on a encore un tout petit peu de boulot. Cherry Lansing a été pendant presque 10 ans la directrice de la Paramount aux États-Unis. On ne peut pas concevoir de poste de pouvoir plus autoritaire, plus dictatorial, et un poste qui nécessite, j'imagine, de se battre contre tout le monde tout le temps. C'est évident, avoir de sacrées griffes et de sacrés crocs pour tenir un poste comme celui-ci, et une sacrée poigne. Donc on a là vraiment une femme qui a dû faire preuve d'une témérité au moins, je sais pas, similaire à des femmes qui se lancent à la présidence des États-Unis, vous voyez. Non, mais vraiment, de devenir directeur d'une major hollywoodienne, c'est probablement aussi difficile que de devenir président. Donc, c'était la seule femme de l'histoire, c'est la seule femme de l'histoire à avoir rempli un tel rôle à Hollywood. Les Françaises bénéficient d'un soutien que le milieu professionnel et notamment le CNC dédie au cinéma d'auteur. Donc on a une grande tradition et les femmes se sont engouffrées dans cette brèche et finalement obtiennent une reconnaissance relative puisqu'elles sont peut-être à peu près 12 à 15%
femmes réalisatrices sur une production importante. Ce qui est quand même un tout petit pourcentage, mais meilleur qu'ailleurs où elles sont 2 ou 3%, même pas. Moi, je ne me suis pas placée en tant que femme différente. Je me suis placée en tant que cinéma différent. Et moi, heureusement que j'arrête, hein, parce que c'est trop dur. Et c'est pas les femmes, là. C'est le cinéma militant, le cinéma marginal, le cinéma d'auteur. On est laminé par les instances de la télévision. Donc, moi, j'ai un coup de blues, là, ces jours-ci, parce que je me dis, hein, on se fait quand même maltraiter. Hein. Il me semble qu'il y a une régression, effectivement, comme ça, de liberté, même que les jeunes filles sont... Je sais pas, il y a plus de pudeur, plus d'entrave, plus de timidité, plus de sexisme, plus de tout ça que quand moi j'avais 20 ans. En tant que femme, nous, on est obligé d'être vigilante sur la question de quel sort est fait aux images de femmes dans le cinéma. Alors moi, j'ai eu pendant des années un dialogue, notamment avec Simone de Beauvoir, autour de ça, justement, du cinéma et de l'image qu'en donnaient les femmes. Un jour, elle avait dit, pour changer le monde, il faut déjà le regarder. Quand on fait des films, on a une certaine responsabilité. Et la place des femmes dans la société peut aussi changer si nous, on écrit des histoires et on donne des rôles à des actrices qui font un peu avancer le schmilblick, quoi. Well, the time has come. Catherine Bigelow! Seems like the real thing, only to find much mistrust, love's gone behind. Once that love, and it was divine. Soon turned out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love's gone behind. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace in mind. If I feel I'm losing you, it's just no good. You're treating like you do. Once I love and it was a gas. Soon turned out my heart a glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love's gone behind. I'm the one you're using, please don't lose me side. We can make it cruising, yeah. I don't ride through the blue sky. Ooh, once I love when it was a gas. Soon turned out to be a pain in the ass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love's gone behind. In between, what I find is feeling and I'm feeling fine. Love's so confusing, there's no peace of mind. We can make it cruising, yeah, right on, right through the bluish light. Ooh,